Bien, bon alors voilà, on va pas faire de pause, on va entrer tout de suite dans une sorte de lecture ou de parcours à travers ce film qui est, vous l'avez vu, un véritable labyrinthe. Bien. Alors, on peut raconter ce film de plusieurs manières. Un des récits possibles est très simple, ça pourrait être un récit de propagande, et on pourrait dire 1929, à la veille du durcissement stalinien, Dziga Vertov veut montrer au monde entier que l'Union soviétique, ou en tout cas Odessa, c'est pas si mal que ça. Voilà. Alors en effet, il y a une sorte de catalogue évidemment, de toutes les activités possibles d'une journée idéale dans une ville du bord de mer, dans un port, Odessa. Et tout y passe, hein, le travail, les vacances, les loisirs, les instituts de beauté, le sport, les jeux, etc. Mais à mon avis, comment dire, cette lecture explicite du film n'est pas extrêmement intéressante. On peut simplement la souligner, hein, voilà, au passage. Et puis s'intéresser à autre chose qui serait la fable que nous raconte le film. Alors cette fable est transparente, si j'ose dire, puisque au fond, c'est quoi? Au début, la ville est là, mais elle dort, de toute évidence, hein. Euh, Presque aucune activité, peu de passants, les rideaux sont tirés, voilà, les maisons n'ont pas l'air véritablement habitées, les machines sont à l'arrêt, donc la ville sommeille. Et puis l'homme à la caméra se met à l'arpenter, cette ville, et peu à peu, la ville s'éveille, ou la vie, si vous préférez, apparaît, revient. Tout se met en marche, hein. Voilà, les machines, bien sûr, c'est un film de machines, hein, ça on le remarque, mais aussi les gens, la foule, etc. Tout apparaît. Voilà, donc cette fable pourrait être, sans le cinéma, il n'y a rien, ou il n'y a pas grand-chose. On est dans une sorte de marge insignifiante de l'existence. Avec le cinéma, tout commence à bouger, à remuer, voire à s'agiter, et du coup la vie revient. Voilà. Alors ça, c'est évidemment très, très clair dans le film, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis il y aurait une troisième manière de raconter ce film, qui serait à mon avis la plus juste, qui serait de remarquer que euh, ce film commence dans une salle de cinéma. C'est une chose relativement rare à l'époque, et même avant l'époque, et même depuis l'époque. Ce film commence dans une salle de cinéma, et en effet, tout ce qui va suivre, vous l'avez remarqué, est lié à l'approche des deux charbons qui vont créer l'étincelle, hein, voilà, fiat lux, que la lumière soit, et le monde va commencer à apparaître sur l'écran, hein, grâce à la projection. Alors, il n'est pas indifférent de remarquer que cette salle de cinéma, au départ, est vide, bien sûr, que magiquement les sièges vont s'abaisser au moment où les spectateurs entrent, mais de voir comment ces spectateurs entrent. Et vous avez remarqué, bien sûr, qu'ils sont filmés de loin et en plongée. C'est-à-dire que ce qui entre dans cette salle, c'est essentiellement une foule de spectateurs, disons indiscernables les uns des autres. Alors, évidemment, sans tirer tout du côté du politique, on pourrait dire que, voilà, quelque chose de l'idée d'une masse ou de masse apparaît dans la manière même dont les spectateurs investissent ce cinéma. Et puis, la projection commence, etc. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez vu. Et puis, on va se retrouver dans le dernier quart du film, celui qu'on vient de voir à l'instant, où de nouveau nous allons être dans cette fameuse salle de cinéma avec les images que nous voyons dans le film se retrouver sur l'écran de la salle, hein. Donc, je souligne au passage cette mise en abîme extrêmement raffinée, hein, où c'est non seulement le film dans le film, mais c'est la salle de cinéma dans le film, donc dans la salle, etc. Enfin, les spectateurs, vous et puis ceux qui sont filmés, et c'est précisément là que je voudrais en arriver en un premier temps. Quand on revient dans la salle de cinéma, ces spectateurs, vous l'avez noté, sont filmés un par un. Chose tout à fait étonnante. On a une série de gros plans de spectateurs.
en train de regarder ce qui se passe sur l'écran. Alors, qui est, je dirais pas anecdotique, mais enfin qui est plus ou moins étrange. Et simplement, l'essentiel porte, clairement, dans la manière dont c'est filmé, dans le cadre, dans le gros plan lui-même, l'essentiel porte sur le fait que ces spectateurs sont individualisés. Voilà. Nous les voyons un par un. Comment ne pas penser à l'opération cinématographique elle-même, au travail que fait le cinéma? Au fond, avant le film, on a un public, une masse relativement indifférenciée, et le travail du cinéma, c'est de différencier précisément, c'est-à-dire de singulariser, de transformer ce groupe, cette masse, ce public, de le transformer en une collection de spectateurs. Je rappelle la formule de Serge Danet, qui nous dit, à mon sens très justement, que dans une salle de cinéma, il n'y a pas un public, contrairement à ce que tout le monde dit, mais il y a en effet une collection de spectateurs qu'il faut compter un par un. Ça veut dire que la relation qui s'établit entre ce qui est sur l'écran et la salle, cette relation est singularisée. Chaque spectateur a une relation singulière avec le film qui est en train de se dérouler. Donc, avant le cinéma, c'est indistinct, c'est informe, c'est le groupe, c'est la masse, c'est donc la masse, c'est-à-dire l'objet de la politique, l'enjeu de la politique, le sujet de la politique. Et puis le cinéma intervient, le film se déroule, on revient dans la salle, et là, on s'aperçoit que cette masse indifférenciée, indistincte, c'est singularisée, qu'on a affaire à une collection d'individus, de sujets. Alors voilà, on peut dire en clair que ce film nous montre comment le cinéma subjectivise les masses et comment il fabrique du spectateur, le spectateur qui est un individu, un sujet autonome et singulier, qui appartient certes à une collectivité, puisqu'il n'est pas tout seul dans la salle, mais qui a son rapport à lui, son rapport singulier avec le film qui est en train de se dérouler. Alors évidemment, cette analyse, on ne peut pas ne pas lui trouver aussi une portée politique, parce que passer de la masse au sujet singulier, ça a du sens, bien sûr. C'est peut-être précisément ce que, la vie politique, ou la lutte politique plutôt, en Union soviétique à ce moment-là, ne faisait pas. Comprenons bien que tout ce qui est montré dans ce film, c'est ce qui, d'une certaine manière, va tomber sous la condamnation jdanovienne. Voilà. La distraction, l'amusement, la boisson, l'érotisation de la vie quotidienne qui est constante dans le film, tout ça va devenir suspect très vite, et peut-être même l'est déjà au moment où Vertov fait ce film. Et donc il y a, à mon sens, à la fois un pari très, très audacieux, très extrême, d'affirmer la puissance du cinéma comme il le fait dans ce film, et en même temps de donner à cette puissance du cinéma une signification qu'on est bien obligé de dire politique, puisque, en gros, ça veut dire, voilà, vous, politique, vous vous occupez des masses, moi, cinéma, je m'occupe des sujets, je m'occupe des individus, je m'occupe de chacun. Voilà. Évidemment, ça a certaines conséquences et beaucoup de sens. Et à mon avis, ce film n'est pas pour rien dans la catastrophe qu'a été la suite de la vie et du travail de Dziga Vertov, voilà, qui a été effectivement cantonné, et d'une manière ou d'une autre implicitement condamné, et en tout cas certainement condamné à ne plus faire beaucoup de films. Bien. Alors voilà, si c'est ça l'histoire que ça nous raconte, ça veut dire, comme vous l'avez compris, que ce film, au fond, est une histoire du regard, fait l'histoire du regard. C'est l'histoire de l'œil, tout simplement. C'est l'histoire de l'œil. Alors, prenons un exemple très simple. Dans le premier quart du film, vous avez remarqué, alors il y a une grande abondance de plans, il y a plusieurs niveaux de narration, si j'ose dire, qui s'entrelacent. Tout ça est très compliqué à décrire et même à voir d'une certaine manière. Mais ce qu'on remarque dans ce début, à part la salle de cinéma dont j'ai parlé, à part la masse des spectateurs indistincts dont j'ai parlé, ce qu'on remarque, c'est quand même qu'il y a une jeune femme qui dort et qui va se réveiller et qui va se lever, s'habiller, se laver le visage et se lever.
et que tout ça est réparti sur plusieurs minutes, une dizaine de minutes peut-être, et croisé avec le déplacement du caméraman dans la ville. On le voit dans une voiture, il va auprès d'une voie de chemin de fer, il se met à vouloir filmer cette locomotive qui fonce sur lui, n'y voyant aucun rapport avec la locomotive des Frères Lumière. Et ensuite, une sorte d'accident étrange va avoir lieu, qui est un accident purement cinématographique, évidemment, et qui va en fait pouvoir être relié au sommeil de cette jeune femme. C'est comme si elle avait fait un cauchemar et qu'elle avait rêvé cette séquence. Comme si, au fond, le parcours... je dirais presque créateur du caméraman dans la ville, était aussi au fond le rêve de cette jeune femme. Bien. Mais ce que je veux souligner, c'est que vous avez certainement remarqué que tous les plans de cette jeune femme escamotent ses yeux. Voilà. Chose tout à fait incroyable. Quand elle est couchée, qu'elle dort, on ne voit pas ses yeux. Quand il y a des gros plans d'elle où le visage est soigneusement décadré, je rappelle que cette question du cadre qui est un cache, là, dont j'ai parlé la dernière fois, la formule d'André Bazin, le cadre est un cache. Bon, le cadre, ça consiste précisément à ne pas cadrer quelque chose, à le laisser hors champ, à éliminer du visible un pan du champ visible. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans cette série de plans où, systématiquement, le visage, le haut du visage, c'est-à-dire les yeux, en fait, de cette jeune femme ne sont pas montrés. Alors, ne sont pas cadrés. Alors, ensuite, elle se lève, elle va se laver le visage, mais elle est de dos, donc on ne voit toujours pas ses yeux. Ensuite, elle va s'essuyer le visage, donc on ne voit pas non plus son regard. Et pour finir, après tout ça, évidemment, entrelacé avec le reste, pour finir, elle va apparaître en gros plan, ouvrir les yeux, enfin. Alors, bon, bien sûr, on peut considérer qu'une stratégie narrative, en dépit des affirmations initiales de Vertov, ce film est fait sans scénario, etc., etc. Bon, c'est un mini-scénario, d'accord, enfin, c'est quand même un scénario. Et ce scénario nous dit quoi? Nous dit on va frustrer le spectateur des yeux, du regard de cette jeune femme, de façon à manifester l'importance du regard, tout simplement. Donc il s'agit là d'une stratégie narrative. C'est en ne montrant pas quelque chose qu'on le rend actif. Voilà, c'est un choix tout à fait délibéré et tout à fait clair, puisque quand on va voir les yeux de cette femme, elle va ouvrir les yeux, en effet, de cette jeune femme, par ailleurs très érotiquement filmé, vous l'avez remarqué. C'est le plan magnifique où elle aggrave son soutien-gorge dans son dos, le plan où elle tire ses bas sur ses jartelles ou je ne sais quoi. Bref, tout ça est très beau. Alors, elle ouvre les yeux. Non, mais si, ça il faut le dire. Enfin, écoutez, c'est un film extrêmement érotique. Enfin, moi j'ai trouvé d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune honte à ça. Je crois que c'est très assumé de la part de Vertov. Pour lui, il y a une érotique de la mise en scène. Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est pas seulement les plans qui sont directement lisibles de cette manière-là, c'est le fait que dans ce montage haché, il y a une libido incroyable qui s'affirme. Enfin, voilà, une sorte de frénésie qu'on ne peut définir que érotiquement. Je ne vois pas d'autre manière de le faire. Bref, on revient à notre sujet. Et donc, elle ouvre les yeux. Et là, nous avons un contre-champ sur des persiennes qui sont fermées, n'est-ce pas? Et puis, elle cligne les yeux et les persiennes se mettent à battre. Vous vous souvenez de ce plan incroyable, hein? Toutes seules, les persiennes battent. Et on voit ce qu'il y a dehors, c'est-à-dire un arbre en fleurs blanches, tout flou, et peu à peu, les fleurs deviennent nettes. Et c'est le moment où le caméraman change d'objectif et met sur sa caméra un téléobjectif, objet inévitablement phallique, mais enfin n'insistons pas, et ce téléobjectif va filmer ce que la jeune femme voit et va s'opérer cette espèce de fusion qui, à mon avis, est la clé du film, bien sûr, entre l'objectif, enfin la lentille, je ne parle plus d'objectif, la lentille de la caméra et l'œil humain qui vont se surimpressionner l'un dans l'autre, motif qu'on va retrouver nombre de fois dans le film, et donc qui nous dit quelque chose en clair, qui nous dit quoi? Qui nous dit, voilà, quand l'être humain, cette jeune femme en l'occurrence, ouvre les yeux, elle est éblouie par le monde, par le visible, par la lumière, voilà. Et elle ne peut pas voir. Elle a besoin
d'un outil pour voir, d'un appareil pour voir, d'une prothèse si vous voulez. Elle a besoin d'un œil machinique. L'œil machinique de la caméra va régler le regard du sujet, parce que le regard du sujet ne dispose pas d'outils de réglage. Voilà. Alors oui, en revanche, vous avez ce plan qui arrive presque tout de suite, où on voit le diaphragme se fermer, et donc la lumière entrer forcément beaucoup moins quand le diaphragme est fermé que quand il est ouvert. Ça nous dit quoi? Ça nous dit au fond, le regard humain est imparfait, il est insuffisant, il ne peut pas contrôler le champ visible, le visible du monde. Il est aveuglé d'une certaine manière, et il ferme les yeux. Cligner des yeux, ça veut dire qu'on ne peut pas regarder, qu'on a du mal, ça fait mal de voir, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui se passe pour le spectateur du film, beaucoup plus tard dans le film, parce qu'il y a un déluge de stimuli visuels qui font mal aux yeux, hein, sans aucun doute, qu'il est difficile de fixer, c'est ça que je veux dire. Alors, donc voilà, le regard humain est imparfait, il n'est pas mesuré, il est sans mesure, et la machine, le regard machinique, la caméra en l'occurrence, hein, l'œil de la machine, va permettre de mesurer, de régler, de contrôler, et donc d'assurer d'une certaine façon la possibilité même de voir. Voilà, c'est en gros comme ça qu'on peut interpréter cet épisode où le regard est manifesté comme l'enjeu dans la mesure où les yeux de la jeune femme ne sont pas montrés. Elle ne voit rien au fond, puisque nous ne voyons pas ses yeux, nous ne savons pas ce qu'elle voit. Quand on voit ses yeux, on voit ce qu'elle voit, mais on voit aussi qu'elle voit mal, et qu'elle a du mal à voir, elle ferme les yeux, elle les cligne, etc. C'est aveuglant, et c'est seulement quand la lentille de la caméra vient suppléer son regard défaillant qu'on peut accommoder, littéralement, sur le monde. Alors voilà une leçon, à mon avis, importante, très importante, qui nous dit qu'il va s'agir dans ce film de la capacité pour le spectateur, pour les êtres humains, mais le spectateur aussi, bien sûr, la possibilité pour ce spectateur de voir ce qu'il ne peut pas voir, de voir avec le cinéma ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux. Et on pourrait déplier l'ensemble du film et on verrait qu'à peu près tout répond à ce que je suis en train de vous dire. Bon, que ce soit des points de vue extraordinaires, le caméraman monté sur cette cheminée ou descendu au fond de la mine ou passant sous les locomotives ou sous les voitures, toute chose que le regard humain ordinaire, le nôtre, ne permet pas, enfin, sauf si nous sommes des acrobates, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc l'œil machinique, le caméraman porteur de cette machine à voir est capable de nous montrer des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement, hein, donc puissance du cinéma, qui nous découvre des axes, des perspectives, des horizons qui ne sont pas accessibles sans le cinéma. Alors c'est une leçon très importante. Et puis, bien sûr, ce qui se joue, c'est le fait que, grâce au cinéma, la représentation de la ville, du monde, des machines et des corps qui est donnée là, devient une représentation, comment est-ce qu'on pourrait dire, extrêmement irréaliste. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire on est dans quelque chose qui excède l'ordinaire de la vision, dans une vision extraordinaire. Bon, les multiples surimpressions, les images d'accumulation de foule, de mobiles, les accélérations, beaucoup de plans sont accélérés, vous l'avez remarqué, les plans montés à l'envers, n'est-ce pas, puisqu'on voit à de nombreuses reprises des gens qui marchent en arrière. Enfin, disons, un impossible du monde, le cinéma le rend possible. Voilà, quelque chose qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas saisir par les moyens du regard ordinaire. Le cinéma nous permet de le voir. Et non seulement nous permet de le voir, mais nous permet de jouer avec, puisqu'évidemment, il y a un aspect extrêmement ludique dans tout ça. Bon, ces plans qui se coupent en deux, ce palais qui se replie sur lui-même, enfin, quelque chose d'un jeu, au fond, et libéré, est ouvert par la machine cinéma, qui, évidemment, permet à l'œil humain une performance qui n'est pas ordinairement la sienne. Alors, il y a une autre séquence qui nous donne à voir ça de très près. C'est une séquence de laquelle on a ri un peu dans la salle, d'ailleurs. C'est la séquence du sport, où vous avez remarqué qu'il y a un montage alterné entre des images de corps sportifs divers, hommes et femmes, filmés au ralenti, donc dans des postures
bon, qui sont tout le contraire d'ailleurs de la doxa sur le sport, où c'est toujours au contraire la vitesse qui gagne, et on n'a jamais vu un coureur ou un sauteur sauter au ralenti. En général, ils font tout pour aller plus vite que l'autre. Donc là, il y a une sorte de ralentissement général, extension maximum. Bon, d'une certaine façon aussi une poétisation et un allègement du travail du corps, bien sûr. Le corps sportif est déployé dans une temporalité qui n'est plus la sienne, mais qui devient celle du spectacle. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tous ces ralentis sont montés en alternance avec des plans de spectateurs qui, eux, sont filmés en temps réel, normalement, à vitesse normale. Vous voyez. Donc on a des regards de spectateurs qui fonctionnent à vitesse normale, et on a ce qu'ils voient, le contre-champ au fond de leur visage, qui lui est excessivement ralenti. Voilà. Alors ça nous dit bien que grâce au cinéma, le spectateur va voir des choses qu'il ne peut pas voir à l'œil nu. À l'œil nu, si vous voyez des gens courir ou sauter ou lancer un javelot, ils le lancent à vitesse normale. Hein, voilà. C'est impossible de les voir au ralenti. Le cinéma, en revanche, donne cette possibilité. Ça me permet, disant cela, de raccorder tout de suite sur un des motifs, évidemment, qui parcourt le film, et qui a été celui que j'ai en partie traité la dernière fois, qui est le motif de la décomposition du mouvement. On a à de nombreuses reprises des arrêts sur image, j'y reviendrai dans un instant, on a des gestes décomposés, on a des images figées, et on voit le mouvement s'arrêter. Bien, alors là, effectivement, il y a... Enfin, en plus, pardon, j'ai oublié de dire l'essentiel, qui plus est sur un cheval au galop. C'est-à-dire en reprenant l'exemple canonique qui a posé problème, vous le savez, aux peintres du 19e, puisque aucun d'entre eux n'était vraiment d'accord avec l'autre sur la manière dont galopait un cheval, et qu'un doute subsistait sur le nombre de pattes que le cheval posait en même temps au sol et quelles étaient ses pattes. Voilà. À l'œil nu, ça ne se voit pas. Hein. C'est pas possible. Donc, Degas, les meilleurs observateurs de chevaux étaient battus parce que ça ne se voit pas. Et donc, il a fallu, je le rappelle pour ceux qui étaient là, pardon de la répétition, mais il a fallu donc que Edward Muybridge aux États-Unis, le long d'un hippodrome, tende des fils, chaque fil actionnant un appareil photo, et donc le cheval au galop brisant l'un après l'autre ces fils, pour qu'on puisse prendre une série d'instantanés qui décomposaient le mouvement et qui montraient quelles étaient en effet les pattes du cheval qui se posaient les premières, ensuite les secondes sur le sol pendant le galop. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a percé l'énigme du galop du cheval, qui a été aussi le triomphe de la photographie instantanée et surtout le triomphe de la série photographique. Or, entre la série photographique et le cinématographe, il y a un espace très très restreint. Parce que qu'est-ce qu'un film? C'est une série d'instantanés, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on va voir très clairement quand les images animées se figent et arrivent sur la table de montage, où là, en effet, nous avons les bandes de films qui montrent ces photogrammes presque tous identiques l'un à l'autre et qui sont une série d'instantanés. Voilà. Donc, dans ce film apparaît, et c'est ça que je vais dire maintenant, dans ce film apparaît l'idée qu'on va montrer au spectateur. Alors non seulement on va exacerber le visible, on va lui montrer tout ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux normaux d'homme normal ou de femme normale, mais en plus on va lui montrer comment ça marche, le cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà, là on arrive à des choses très, très importantes. Ça veut dire quoi? Au fond du mouvement, il y a l'arrêt. Ça veut dire quoi? Le cinéma, c'est une illusion, parce que on ne voit que du mouvement, et Dieu sait s'il y en a dans ce film, mais en réalité, tout ce mouvement est fait d'une série d'images arrêtées. Bon, et donc, la contradiction dialectique, la relation dialectique entre l'image arrêtée et l'image en mouvement est dépliée dans le film. Donc, au-delà disons, du comblement du désir de voir du spectateur, il y a aussi une sorte de leçon, leçon de choses. Qu'est-ce qu'un film? Qu'est-ce que le cinéma? Comment ça marche? Voilà. Et donc il y a disons que cette dimension didactique est incluse dans le film, et elle va même donner lieu à une des séquences les plus surprenantes de ce film, que je vais maintenant décrire. Alors c'est la séquence où, vous vous en souvenez, une famille aisée, disons-le, d'Odessa, dans une calèche, n'est-ce pas, parcourt une rue, et
cette calèche est suivie et accompagnée par une voiture, une automobile, dans laquelle se trouve le fameux caméraman. Donc le caméraman filme la calèche. On va avoir là un jeu de montage tout à fait magnifique entre des plans à deux, si j'ose dire, où on a à la fois la calèche et la voiture, et des plans où on voit seulement ce que peut être filmé la caméra de l'opérateur, si tant est qu'elle filmait quelque chose. Donc on est à la fois dans le dépli de l'opération, la levée du leurre, on voit comment c'est fait, hein, et puis en même temps, de temps en temps, on est carrément dans l'image produite par la prise de vue qu'on voit se prendre par ailleurs. Donc tout ça implique, si vous voulez, une sorte de circulation du spectateur du film de Dziga Vertov entre ce qu'on pourrait appeler la scène et le hors-scène. Voilà. Nous passons alternativement, successivement, de la scène telle que nous la voyons sur l'écran plein cadre à quelque chose qui est aussi sur l'écran plein cadre, mais qui est déjà le hors-scène. C'est-à-dire nous voyons comment la scène se tourne, comment elle est filmée. Bien. Alors cette mise en abîme, il faut s'empresser de dire qu'elle est, encore une fois, partielle, puisque la caméra que nous ne voyons pas, c'est celle qui filme la caméra. Il y a toujours une caméra invisible dans l'affaire, vous voyez, qui ne peut pas être montrée, parce que c'est précisément celle qui filme. Mais néanmoins, l'opération de lever du leurre ou de dépliement du geste cinématographique est tout à fait montrée. Alors, ce qui est intéressant, cette course folle dure un certain temps, la caméra finit par filmer le cheval, et tac, il y a cet arrêt sur image dont je parlais. Bon. Et là, on se retrouve dans une suite de plans fixes. Petite vieille, enfant, passant dans la rue. On est donc dans une suite de photographies, appelons ça comme ça. Les photogrammes isolés sont des photographies. Et ces images, ces photographies vont se retrouver sur une bande de film qu'on voit. On voit la pellicule, elle est filmée, n'est-ce pas, à 35 mm, on voit les photogrammes l'un à côté de l'autre, et puis on voit qu'on est sur une table de montage. La monteuse, qui, entre parenthèses, est la femme de Dziga Vertov, est en train de regarder ces images, et puis elle va couper à l'intérieur, elle va couper entre deux plans la pellicule, voilà. On voit d'ailleurs très bien comment, entre le plan A et le plan B, il y a une ou deux images de blanc qui permettent précisément de les séparer. Et on voit, vous avez vu ces petits rouleaux, hein, incroyables, chose qu'on ne voit plus maintenant, jamais, qu'on ne verra plus jamais. C'est quelque chose qui a disparu. Ces petits rouleaux qui sont les plans, hein, numérotés, répertoriés et mis dans des petits casiers comme ça. Et il y en a des milliers. C'est quand même incroyable. C'est une image qui, à elle seule, donne la complexité, enfin, il rend compte de la complexité du travail de Vertov et de sa monteuse. Enfin, de son assistante monteuse, puisque c'est comme ça qu'elle est créditée au générique. Et donc, alors, opération de dévoilement du leurre. On montre au spectateur, on apprend au spectateur que tout ce mouvement parfois frénétique qu'on a vu procède en fait d'images fixes. Et que donc, d'une certaine manière, et là évidemment je ne peux pas ne pas traduire cela sur un plan, disons, plus métaphysique, hein, je l'avais souligné la dernière fois, bon, la photo fixe, c'est la mort. Voilà. Le corps non animé. Hein. Nous, collectivement, depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité, identifions la vie et le mouvement. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on a inventé le cinéma. Hein. Le mythe de l'invention du cinéma est lié à l'idée que ce qui est mort est inanimé et ce qui est vivant est animé. Hein. On dit d'ailleurs image animée. Voilà. Bon. Alors c'est une chose qui nous traverse, qui vient de très loin et qui peut-être continuera encore. Et donc on est là évidemment confronté à ça. L'image arrêtée, c'est figé, c'est la mort, voilà, c'est comme ça. Et puis par la grâce du montage, vous l'avez vu, hein, la monteuse, simplement en touchant ces bouts de pellicule, en coupant entre deux plans, va tout simplement redonner vie, hein, à ces images figées, à ces photogrammes qui sont une prise de vue instantanée mais fixe, figée, et leur redonner vie. Et vous allez voir de nouveau la petite vieille parler, enfin ouvrir la bouche, les gamins sourire, le cheval courir, etc., etc. La vie reprend. Alors je fais remarquer au passage que c'est un motif insistant dans le film, puisque j'ai déjà j'ai parlé du début du film où c'est
le choc, l'approche des deux charbons qui produit cette lumière qui va donner vie à tout ce qui va se passer sur l'écran, là on a encore un autre exemple, un autre cas du fait que c'est l'opération cinématographique ou un des moments de l'opération cinématographique qui donne vie au monde. Voilà, on ne peut pas le dire autrement, ça serait difficile de le dire autrement. Et d'ailleurs, dans toute la suite du film, vous avez remarqué, si vous avez l'œil perçant, que très souvent, de temps en temps, on a les plans des mains de la monteuse avec un bout de pellicule qui file, comme si tout ce qui suit était encore, d'une certaine manière, sur la table de montage. Alors évidemment, c'est un niveau, je dirais, ça coupe le souffle d'une certaine façon, parce que ça laisse entendre qu'il n'y a plus rien qui ne soit déjà devenu cinéma. Bon, c'est ce que je pense que ce film dit, évidemment. Il dit ça. Il dit tout devient cinéma. Quand le cinéma commence à faire bouger le monde, à l'animer, alors tout devient cinéma. Et il n'y a plus de limite au cinéma. Mais alors, il y a une limite quand même. Et c'est là ce qui me paraît... Enfin, je dirais, il y a deux limites. Il y a une première limite qui est une limite théorique. C'est-à-dire que, bien sûr, quand nous voyons sur l'écran un plan fixe, une photo fixe, un photogramme, un visage d'enfant qui ne bouge pas, cette description de la mort dont je parlais à l'instant, eh bien, nous sommes en plein dans le leurre. C'est-à-dire, ce qui démonte le leurre est une forme supérieure du leurre. Pourquoi nous sommes toujours dans le leurre? Parce que sur l'écran, ça ne bouge pas, mais dans la cabine de projection, la pellicule défile toujours sur le projecteur. Donc nous avons une suite de photogrammes, certes, qui montrent toujours la même image arrêtée, donc qui introduisent l'idée de l'arrêt sur image, mais cet arrêt sur image ne correspond pas à un arrêt de l'image. L'image est toujours en mouvement. Donc au moment même où Vertov donne une sorte de leçon de cinéma au spectateur, leçon de cinéma c'est un bien grand mot, mais enfin dévoile quelque chose du mécanisme profond du cinéma au spectateur, le leurre continue de fonctionner. Je dis ça au passage pour ceux que ça intéresse parce que ça nous dit clairement qu'on ne sort pas du leurre au cinéma. Pour sortir du leurre, sortir de l'illusion, il faut sortir de la salle de cinéma. Quand on est dans la salle de cinéma, le film peut vous expliquer comment le cinéma est fait, comment ça procède, démonter entièrement, ce qui est le cas de ce film, tout démonter, on est toujours au cinéma, on est toujours dans le leurre. Voilà. Et là, on a une démonstration pratique de ça, c'est qu'on n'en finit pas au cinéma avec le leurre. Pourquoi? Parce que c'est la condition du spectateur. Si ce leurre ne jouait pas, il n'y aurait pas de spectateur. Voilà. C'est bien parce que le spectateur désire, je l'ai déjà dit la dernière fois, être leurré, que ça fonctionne. Ce que nous voulons, nous, précisément, c'est l'illusion. Nous entrons au cinéma pour avoir de l'illusion. Certes, en espérant que dans cette illusion, quelques effets de vérité vont avoir lieu, comme c'est le cas ici. Oui, mais quand même, c'est à travers l'illusion que ça doit nous arriver. Bon. Et je crois que là, il y a quelque chose qu'il faut essayer de penser plus globalement dans notre rapport à la vie, au monde, à tout ce qui nous entoure, aux autres aussi, bien sûr. Ce désir d'illusion qu'on peut définir autrement comme désir de croyance. Voilà. Ce qui nous pousse au cinéma, c'est le désir d'y croire. Si on n'avait pas besoin de croire... Alors j'ai dit, ou je n'ai pas dit la dernière fois, je ne me souviens pas, que cette croyance qui est en jeu dans la place du spectateur et qui fonde au fond la situation cinématographique, cette croyance est d'un type bien particulier, parce qu'il s'agit d'une croyance fragile, il s'agit d'une croyance extrêmement affectée par le doute. J'avais parlé la dernière fois de la délégation qui constitue le ressort central, le ressort principal de la place du spectateur. Je sais bien que tout est faux, mais quand même j'y crois comme si c'était vrai, pour le dire d'une manière synthétique. Eh ben, oui, cette délégation nous dit quoi? Elle nous dit que la croyance qui est en jeu dans la salle de cinéma n'est pas une croyance absolue. Voilà. Et je crois que ça c'est très important parce que nous savons bien que depuis très longtemps, sans remonter aux croisades ou à l'Inquisition, depuis très longtemps nous sommes sous l'empire de la croyance absolue ou de l'absolu de la croyance. Les fanatismes bien sûr, mais au fond beaucoup de positions ou de prises de position idéologique se caractérise par une certaine radicalité et le goût de l'absolu, je dirais. Bon, l'expérience politique le démontre tous les jours. Alors, au cinéma, non. Au cinéma, je sais bien que tout est artifice, que la séance est artificielle, que ce que je vois sur l'écran n'est pas la réalité. Ce je sais bien accompagne toujours, comme son ombre, comme son double, le mais quand même, j'y crois de toute façon. Voilà. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est la combinaison des deux qui donne cette particularité de la place du spectateur qui n'est donc, je le répète,
Oui, de l'illusion, mais de l'illusion en sachant quand même ce qu'il en est d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi d'ailleurs la démonstration de Vertov est juste, parce que le fait d'avoir étalé ou déplié l'opération cinématographique donc en nous montrant comment c'est fait, ne met pas fin au désir de voir la suite du film, au contraire, je dirais que ça la relance. Alors ça c'était la première limite que je voyais, donc le leurre démonté continue de leurrer. Voilà. Ça, c'est une chose qu'il faut quand même essayer de garder en tête, parce que c'est assez important. Et la deuxième chose, alors c'est ce que j'appellerais le parcours que le film propose au regard du spectateur. Qu'est-ce qui va faire que de cette foule initiale de spectateurs non individualisés vont naître des spectateurs individualisés? C'est une certaine expérience du regard. Alors cette expérience du regard, bien sûr, je l'ai dit, seul le cinéma peut la donner. Le regard humain ordinaire sans cinéma n'est pas capable d'accéder à ça. Le cinéma, en revanche, nous permet d'accéder à cette dimension, disons, extraordinaire et supérieure du voir, mais à un certain prix. Et on va essayer de définir ce prix tout de suite. Alors, oui, bien sûr, d'une certaine façon, ce film, et notamment par son montage, peut se définir comme une tentative de saturer le regard humain. Tentative de saturation de la vue. Alors, c'est ce que nous dit la jeune femme du début, quand elle cligne des yeux devant la lumière qui passe à travers les persiennes et qu'elle n'arrive pas à accommoder sur les fleurs blanches de cet arbre. Mais c'est ce que va nous dire tout le film. Il y a une exaspération du scopique dans ce film, du voir. Alors, bien sûr, le spectateur est mobilisé, animé par le désir de voir, que les psychanalystes ont appelé pulsion scopique, en mettant ce désir de voir du côté de la pulsion, du pulsionnel, bien sûr. Mais ce désir de voir, s'il est pulsionnel, comme toutes les pulsions, s'use, se fatigue, s'épuise. Bon, les pulsions se caractérisent par le fait que c'est un battement, au fond, c'est ouvert, fermé, oui, non, satisfait, non satisfait, j'ai faim, j'ai plus faim, voilà, c'est un battement. Et ce battement, il est figuré dans le film, tout simplement. Vous le voyez constamment à l'œuvre. Vous voyez constamment ce clignotement, ces images qui battent l'une dans l'autre, cette vibration optique permanente que le film permanente, très souvent, que le film nous fait de certaine façon subir, nous impose, et qui rend même sa vision littéralement fatigante. Mais fatigante pour nous, spectateurs dans la salle, mais peut-être aussi pour les spectateurs qui sont filmés eux-mêmes, parce qu'il y a un plan qui reste pour moi un des plans les plus mystérieux de l'histoire du cinéma. Quand on revient dans cette salle de cinéma, dans le dernier quart du film, plus ou moins, il y a sur l'écran quelque chose qui ne ressemble à rien, qui vous a, j'espère, frappé. On voit une sorte de vibration, noir et blanc. Alors en fait, il s'agit d'un rouleau de fil, je suppose, qui a été filmé en très gros plan et qui brille sous la lumière. Mais ce qu'on voit littéralement, c'est la pulsion scopique, c'est-à-dire on voit du noir et du blanc. On voit du noir et du blanc. Il n'y a plus rien à voir. On voit, on voit ouvert, fermé. Je ferme les yeux, c'est noir, je les ouvre, c'est blanc, et voilà, et ça continue comme ça. Et donc là, c'est quand même hallucinant parce que ça dure un certain temps. On passe même de l'image de la salle avec l'écran à l'écran lui-même, où on voit ça de plus près. Et c'est littéralement, il n'y a rien à voir. Donc moi, je traduis ça tout simplement en disant, voilà, au bout de l'accumulation, de l'incroyable effervescence où, disons, un délire optique s'est emparé du film et, de certaine façon, de nous, spectateurs, en tant que porteurs de regard, au bout de ça, il y a on ferme les yeux ou on est aveuglé et il n'y a plus rien à voir. Voilà. Alors, si cette lecture n'est pas totalement délirante, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine manière, au moment même où Vertov accumule les effets visuels, multiplie les stimuli visuels, entre parenthèses, anticipant de 50 ans ou 60 ans sur ce que vous voyez aujourd'hui tous les jours dans les clips à la télévision ou dans les publicités. C'est évidemment ce film et le modèle, la prophétie de l'émiettement du visible auquel les publicités ont donné lieu. Alors, voilà, si c'est ça, si Vertov met en œuvre une telle machine à multiplier les effets visuels, alors, oui, il nous dit d'une certaine manière, d'accord, voilà,
vous allez voir, mais ce que vous allez voir, c'est vous voyant, et au bout de ce voir, il y a quelque chose qui s'appelle un épuisement de l'œil. Le cinéma, de ce point de vue-là, sature littéralement les possibilités de regard de l'œil humain. Alors c'est à la fois un apprentissage du regard et en même temps une sorte de reconnaissance de l'épuisement. Le cinéma est plus fort de cette manière, il est plus fort que notre regard. Alors il est plus fort certes que le monde, il est capable de plier le monde, de le multiplier, de le diviser, de le faire marcher à l'envers, etc., etc. Mais il est aussi plus fort que notre regard. C'est-à-dire que nous avons besoin de cet œil mécanique pour arriver à voir ce que nous ne pouvons pas voir, ce que j'ai dit à l'instant. Mais quand nous aurons vu tout ça et multiplié le visible, nous arriverons au fond à ne plus pouvoir même voir. Voilà. Et d'une certaine façon, tout le jeu très indescriptible, très savant, de ces mises en abîme successives et mises en abîme à l'intérieur de la mise en abîme. Je rappelle que non seulement la salle de cinéma est sur l'écran, mais il y a un écran sur l'écran. Et non seulement il y a un écran sur l'écran, mais on passe de temps en temps de l'image qu'il y a sur cet écran à l'intérieur de la salle de cinéma à cette image directe sur notre écran à nous, comme si les deux espaces de temps en temps se séparaient et à un autre moment se réunissaient. Vous voyez, c'est une sorte de mise en abîme élastique. Il y a un moment où je ne sais plus si l'image que je vois sur l'écran, c'est l'image que je vois sur l'écran dans la salle où je suis, ou si c'est l'image que voient les spectateurs dans la salle où ils sont. Cette ambivalence est constamment présente et de plus en plus accentuée au fur et à mesure que le film avance. Et évidemment, elle est faite pour nous troubler, pour nous dire de certaine manière qu'au bout de la place du spectateur persiste, ou en tout cas subsiste la difficulté ou l'impossibilité de savoir exactement où on en est, où on est, ce qu'on est en train de voir. Et donc là, tout le processus d'individualisation, de subjectivation dont le film porte les traces dans son dernier tiers, nous dit aussi ça. Nous dit ces spectateurs sont heureux de voir, mais quel est le sens de ce qu'ils voient? Voilà, cette question est posée. Alors je vous propose de me poser des questions précisément, si vous en avez. On va passer le micro. Est-ce qu'il n'y a pas également la caméra de surveillance à un moment qui apparaît dans une séquence? C'est très juste. Oui. Alors, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Vertov, il est clair que dans le projet vertovien, avant L'homme à la caméra, il y a l'idée de filmer tout partout, tout le temps. Donc, qui n'est pas si éloigné de la thèse de la télésurveillance ou de la caméra de surveillance. La multiplication des petites équipes de tournage un peu partout sur l'immense territoire de l'Union soviétique, le fait que ces équipes soient reliées entre elles, qu'elles envoient la pellicule, que le reste du pays puisse voir ce qui a été tourné ici et là, etc. Tout ça nous renvoie à une sorte de panoptique généralisée qui serait en effet... voilà. Bon, dans le rêve de Vertov, qu'il a en partie réalisé, il y a l'idée que le cinéma est quand même un outil pour faire prendre conscience. Hein, un outil, comme on dit ce mot affreux, conscientisation, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, cette utopie est une utopie positive. Alors, bien sûr, l'histoire est passée par là, vous avez tout à fait raison, et cette utopie est devenue une utopie négative. C'est bien ça qu'il faut comprendre. On est en 29. Bon, je dis, Staline est déjà là, mais il est encore un peu à la porte, il n'est pas tout à fait entré dans la pièce. Et puis, le monde est là. Vous avez vu, les nazis sont déjà là, hein, d'une certaine façon, parce que cette jeune femme qui tire sur une croix gammée. Divers signes. Ce film est très peu marqué de citations politiques. Il y en a quelques-unes, bien sûr. Il y a essentiellement le portrait de Lénine, le buste de Marx et quelques enseignes de clubs où on peut lire, si on arrive à repérer les caractères cyrilliques, le nom de Lénine. Mais on peut dire que pour un film de 1929, et si on compare ça à Eisenstein, c'est un grand minimum. Hein. Il n'a pas fait trop là. Il a été très léger. Donc oui, il y a évidemment l'idée que, pour en revenir à votre question, le cinéma surplombe le monde. Voilà, je dirais. Ce qui est quand même frappant, c'est le nombre de plans où la caméra est en hauteur et surplombe le monde. Alors, je dirais au passage que
ça nous invite à réfléchir à ce qu'on pourrait appeler la représentation des masses ou des foules. Bon, ma théorie, c'est qu'il a fallu le cinéma pour les représenter. Avant le cinéma, c'était peu représentable, parce que la foule, c'est une infinité de mouvements. Hein, c'est une incroyable collection de mouvements différents. Voilà. On a vu ces images incroyables des foules dans les rues d'Odessa, hein, nous disent ça. Si je fais un tableau de ça, ben, je ne représente rien du tout. Et si je fais une photographie, non plus. Donc il a fallu le cinéma pour donner aux masses spectatrices une image des masses filmées. Hein, voilà. Et cette image ne pouvait avoir lieu qu'avec le cinéma. Alors, tout ça est politique aussi, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Donc dans cette mainmise du cinéma sur le monde, hein, cette embrassade quasi fatale que le cinéma fait subir au monde, il y a cette dimension-là qui joue. C'est-à-dire que le cinéma, oui, ça peut être aussi un outil de contrôle des masses, bien entendu, et pas seulement un outil de libération de l'individu à l'intérieur de ces masses, comme Vertov l'avait voulu et l'avait rêvé. Voilà. Quelques années plus tard, on a le film de Leni Riefenstahl, Triomphe de la volonté, que je ne passerai pas dans mon programme, mais que j'aimerais bien quand même un jour analyser en détail, où on a aussi beaucoup de masses, mais ce n'est pas les mêmes, évidemment. Voilà. Alors, là, vous avez vu ce qu'on pourrait appeler le désordre de la foule qui va en tous sens, à tel point que le cinéma l'a fait encore aller plus loin en arrière et en tous sens. Et puis avec Riefenstahl, non, c'est la foule réglée, disciplinée, organisée, c'est incroyable. Voilà. Et donc, c'est 5 ans plus tard, c'est presque tout de suite. Voilà. D'autres questions? Oui. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on peut dire que Vertov, ici, il a filmé le cinéma? Enfin, il a fait du cinéma, mais il a filmé le cinéma, d'où le thème donc de l'homme à la caméra. Et deuxième chose, en fait, moi, j'avais pas vu tout le film. Mon extrait, là, c'est la première fois que je le vois. Et je suis monteuse, en fait, de profession. Et je vois que c'est vraiment un chef-d'œuvre au niveau du montage. Et je suppose qu'il travaille avec Eisenstein. Je ne sais pas s'ils ont collaboré ensemble, non. mais par contre, je vois vraiment que toutes les techniques cinématographiques au niveau du montage, tous les types de montage, les accélérés, les champs contre champs, tout a été pensé déjà et on n'a pas vraiment beaucoup révolutionné enfin, on va dire la technique du montage. Tout a été déjà. Vous voulez dire qu'elle a beaucoup régressé Oui, exactement, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors oui, bien sûr, c'est un film sur le cinéma, c'est clair, mais ça, je crois que ça n'échappe à personne. C'est un film non seulement sur le cinéma, mais je l'ai dit à l'introduction, sur les puissances du cinéma, sur le pouvoir du cinéma. Avec cette correction, c'est que dans l'hypothèse vertovienne, ce pouvoir n'est pas négatif. Voilà. Ce pouvoir est créateur, il est fertile, donner la vie. Bon, vous avez vu l'accouchement, par exemple, c'est incroyable. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'on filme un accouchement, et même si ce n'est pas la première fois, ça reste magnifique. Bon. Alors, des images de ce genre sont fréquentes dans le film. Ce motif de donner la vie, de redonner vie, est un motif récurrent. Vous l'avez vu, et je dirais qu'il participe de cette érotisation de la vie ordinaire, de la vie quotidienne que le cinéma permet. C'est ça l'histoire. C'est que sans cinéma, cette vie est moins érotisée. Et là-dessus, je crois que nous serons tous d'accord. Parce que c'est aussi ça que nous devons chercher d'une certaine manière dans cette satisfaction de la pulsion scopique qui nous anime quand nous allons dans une salle de cinéma. Et érotiser le monde, le rendre plus désirable. On est obligé de dire des choses aussi simples pour qu'on arrive à se comprendre. Voilà, le rendre plus désirable. C'est exactement ce qui se passe. Bon, il y a des plans qui ne trompent pas, qu'on peut considérer comme des emblèmes d'une certaine manière. Dans la brasserie, vous avez vu, il y a une machine, là encore une fois une machine, n'est-ce pas, à déboucher des bouteilles de bière, et Dieu sait si elle doit travailler parce qu'ils en boivent beaucoup. Et vous avez vu comment ces bouteilles sont posées, n'est-ce pas, devant une affiche qui représente le visage d'une jeune femme. Et le goulot de la bouteille est posé tout près de l'œil, et du goulot de la bouteille sort une mousse, n'est-ce pas? Alors je pense que là, il ne faut pas supposer que les autres sont plus bêtes que moi, donc on devrait penser à la même chose. Voilà. Alors c'est le cinéma dans sa version à la fois ludique et heureuse. Voilà. D'ailleurs, même l'ouvrière, on n'en voit pas beaucoup dans ce film, contrairement aux autres films de Vertov où les ouvriers sont largement majoritaires. Même l'ouvrière
qui, je ne sais pas très bien ce qu'elle fait, jette ses poignées de terre quelque part, même elle finit par sourire, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, c'est quand même formidable. Donc l'idée que, bon, pour le dire d'une autre manière, le cinéma enchante le monde. Voilà. Enchante le monde, c'est-à-dire qu'en fait, il nous présente un monde enchanté. C'est ça que ça veut dire. Le monde est enchanté. Alors, le fait qu'un magicien, à un certain moment, arrive dans le film et éblouisse des enfants, ces plans magnifiques, des enfants qui regardent, qui y croient, qui n'y croient pas, c'est nous, d'une certaine manière, bien sûr. C'est dans chaque spectateur l'enfant qu'il retrouve en allant au cinéma. Alors, évidemment, là, je dirais une fois de plus, mise en abîme. Le film se désigne comme le lieu d'accueil de tous les subterfuges, de tous les tours de magie. Voilà. Mais je reviens à votre question sur le montage. Je pense que c'est de loin le film qui déploie le plus fortement les possibilités du montage. Eisenstein n'a pas aimé ce film. Voilà, je peux vous le dire. Et on comprend pourquoi. D'autres questions? Oui. C'est encore pour continuer sur le même sujet du montage, puisque l'homme à la caméra, il filme la masse, mais aussi il filme en masse, il filme beaucoup. Et la femme des ciseaux du montage, en fait, elle découpe. Oui. Elle aussi, on pourrait dire qu'elle singularise. Donc c'est finalement là que se joue la singularisation. Mm-hmm. C'est très juste, oui, une remarque tout à fait pertinente. Oui, oui. Oui, alors c'est vrai qu'il filme beaucoup et on pourrait dire que il est presque impossible, comme cette caméra, vous l'avez vu, à plusieurs manivelles. Il y a la manivelle qui fait tourner la pellicule, mais il y a les manivelles qui servent aussi à régler le panoramique ascendant ou descendant. Cet homme est toujours en train de tourner la manivelle. Et d'une certaine manière, cette image de la manivelle qui entraîne la machine, par conséquent, est un des motifs récurrents du film. Donc il y a, on pourrait le dire comme ça, ce film établit une parenté, une proximité, une familiarité entre la machine cinéma et toutes les machines. Voilà. Les machines sont faites pour être filmées, la caméra est une machine qui filme des machines. Le nombre de plans de machines est impressionnant dans ce film. Et d'une certaine manière, on pourrait dire aussi que à plusieurs moments, il y a une sorte de hypothèse d'une mécanisation du corps humain. Je le disais pour le regard. Le regard a besoin de cette prothèse mécanique qui est l'œil machinique de la caméra, mais on peut dire aussi ça pour les corps. Il y a quelque chose dans les corps qui se met à bouger de manière mécanique à de nombreuses reprises dans le film. Et voilà. Et puis alors en parallèle ou inversement, on a l'anthropomorphisation de la caméra qui se met à devenir une sorte d'être animé à son tour. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit aussi les spectateurs la regarder et sourire. C'est-à-dire qu'ils sont absolument ravis. Au lieu d'être eux-mêmes filmés ou de voir d'autres figures humaines filmées, on voit la caméra qui filme et elle devient la star, littéralement, du film avec ces mouvements très gracieux qu'elle fait, ces courbettes, etc. Voilà, quelque chose s'inscrit aussi de ce rapport très étroit entre l'homme nouveau et la machine. Alors évidemment, c'est le grand âge de la mécanisation, de l'industrialisation de l'Union soviétique, les soviets plus l'électricité, etc. Tous ces motifs sont dans l'air, si je puis dire, et ça se traduit aussi par ça. On est aussi, si on va chercher ailleurs qu'en Union soviétique, on est aussi dans une sorte de relation avec le futurisme italien, où la machine est absolument célébrée, hein, comme l'avenir de l'homme. Voilà. Donc ce film nous parle de l'avenir de l'homme, un avenir qui passe par la généralisation du spectacle et par une confiance de plus en plus grande accordée aux machines qui font partie de notre monde et même qui nous donnent plus de vie. Voilà. Oui. Peut-on associer à ce film l'idée de littérarité? Parce que souvent on a l'impression qu'il y a une esthétique poétique, et aussi on a l'impression de théâtralisation, en dépit du fait que Vertov en début nous dit que non, c'est pas le cas. Et il y a aussi l'idée aussi que
l'on a un sujet narrant et on n'est pas sûr de pouvoir comprendre son message parce qu'il y a une juxtaposition d'images qui ne nous permet pas toujours de comprendre là où il veut en Ouais. venir. Alors les deux sont vrais, hein. C'est-à-dire que vous avez tout à fait noté que, évidemment, il y a une artificialité de la prise de vue dans ce film. Vertov affirme de manière proclamatoire au début, un film sans théâtre, sans acteurs, sans scénario, etc. Bon, c'est, on pourrait dire globalement vrai, mais pas si vrai que ça, parce qu'on sait qu'il a mis des mois à écrire la trame de ce film avant de tourner, et que donc ce film est quand même relativement construit, même si il peut apparaître comme déconstruit. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que la plupart des choses qui ont l'air d'être, enfin, qui voudraient paraître saisies à l'improviste, sont des choses mises en scène. Il est évident que la jeune femme qui dort sur un banc et qui se réveille et qui voit qu'elle est filmée et qui se lève et qui s'en va, c'est une scène qui est mise en scène. Bon, évidemment, la jeune femme qui dort, dont on ne voit pas le regard, ça c'est hyper mise en scène puisque c'est hyper cadré, c'est vraiment au millimètre et donc ça ne peut pas être filmé à l'improviste. Bref, peu importe, on ne va pas faire une querelle à Vertov là-dessus, mais c'est vrai que du coup, il y a inévitablement... non seulement du côté de la prise de vue en tant que telle, mais aussi par le travail du montage, une grande artificialisation du monde. C'est un film absolument non naturaliste, je l'ai dit tout à l'heure au passage, d'ailleurs que ça ne ressemble pas du tout à la vie ordinaire. La vie est enchantée, littéralement, donc quelque chose d'artificiel, entre guillemets de faux. Bon, le faux et le cinéma, ça va ensemble. Comprenons bien que c'est ça l'opération, c'est de faire passer le faux pour le vrai et éventuellement le vrai pour le faux. Il s'agit toujours un peu de ça.